Bien volontiers. Merci de m'avoir invité parce que c'est un peu comme mettre le diable dans un couvent. L'archive chez les gestionnaires, c'est quand même curieux. Ouais. Le plus souvent, contrairement à ce que vous croyez, parce que vous êtes des petits salades, vous croyez que le diable les sauve tous, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il est tellement là-dedans qu'on les trie pour lui arracher les queues, lui coupe la queue, on essaie de le convertir, il veut pas, on lui fout de l'eau bénite et après ça on le jette dans le cruchon et alors arrive le paradis, c'est le gestionnaire sans les médecins. Donc c'est évidemment une parfaite situation, mais c'est pas ça que je vais défendre. Alors, vous allez me permettre aussi d'être politiquement incorrect. Parce que, nom de Dieu, quand on a vécu pendant 10 ans derrière des gouvernements qui préparaient des projets, où tout était écrit avant les concertations, où on pouvait bénéficier de passe-droits, où on pouvait recevoir des financements complémentaires contre la vie, et du conseil technique médical, et de la médico-mutualiste, et du comité de l'assurance, et des mutualités, alors forcément, si un jour le conducteur du tram change, ah ben, on monte dans le tram et on ne crache pas dans la soupe. C'est totalement inadmissible. Bon, ceci dit, on va passer aux choses sérieuses. Je suis quand même là pour ça. Donc, je ne vais pas vous faire une critique ni un dithyrambe pour les différentes présentations qui nous ont été faites. La seule chose, c'est que la dernière, je me suis dit, diable, déjà, le calcul du BMF, c'est aussi compliqué qu'une installation qui fait du cracking de pétrole, hein, tout partout et tout. Mais ici, on nous met 2 usines à gaz, et je soupçonne que le système ait été proposé par la FGTB pour augmenter l'emploi administratif dans les hôpitaux. Parce que, mais, chacun ayant le droit de s'exprimer, moi aussi, j'en profite puisque j'ai la tribune. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais en venir à ce qui nous a été dit ici, puisqu'il s'agit de la réforme globale du paysage. Oui, je n'ai pas de slide non plus. Je me suis dit que vous auriez eu assez d'indigestion de slide, donc il n'y en a pas. Ça, c'est mes slides. À mon âge, la mémoire s'en va un peu, donc il faut se raccrocher à un paplard. Et puis, au bout du compte, plutôt que de regarder un écran, ça c'est encore pas mal, regardez-moi, je suis plus joli, et vous en profiterez, vous serez mieux. Donc, venons-en aux choses sérieuses. Ce qui est dans le projet de la ministre, il y a tout ce qui concerne le financement, il y a aussi le paysage, on va y venir. Sur le financement, il y a beaucoup de choses que nous pouvons applaudir en tant qu'organisation représentative sur les aspects BMF, de regrouper et de rationaliser les sous-parties pour qu'on essaie de s'y retrouver, bravo, simplifier administrativement, très bien, réduire le nombre d'enregistrements et le temps passé à collecter des données 4 fois pour 4 demandeurs d'origine différente, très bien, ça permettra à l'administration d'améliorer son niveau de performance. Puisqu'enfin aujourd'hui, vous savez que l'administration est incapable de calculer votre BMF au 1er juillet, donc parce que c'est trop compliqué. J'en aurai encore une couche. En 2018, vous aurez votre BMF de 2014. Hein, je serai tout seul. Donc ok, ça c'est bien, tout à fait. Et le principe de dire, quand quelqu'un fait une prise en charge identique, ben, il est payé la même chose, ça n'est jamais que l'égalité des moyens et de la façon de traiter les gens. Tout à fait bien. Dire aussi que l'argent suit le patient, correct. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Autrement dit, on arrête d'être payé avec un prix qui tient compte d'un Kisbix de 3 ans avant, et c'est quand le patient sort, on fait son DAG, on a facture et on a son argent. Pourquoi pas? Il faudra le faire, ça n'est pas si simple. Une fois qu'on sort des principes et qu'on voit comment on le fait, il faudra vraiment que tout le monde se mette autour de la table. Les modèles qui ont été donnés, les Christensen et les 3 classes, ça a du sens. Évidemment, ça aurait été plus simple s'il y en avait 2, un base vulnérabilité et un autre, parce que là, on pouvait faire la division. La zone intermédiaire, c'est la zone de flou, c'est la zone de gris, où de calculer les choses, ça va être extrêmement compliqué. Mais bon, je crois qu'on peut le faire. Dans ce modèle, il y a, je reviendrai sur les honoraires après, une contradiction terministe dans ce que la ministre a présenté dans son plan, puisque le plan, la mise en exergue, ou le texte exergue de la présentation du plan, c'est la déclaration du gouvernement qui dit « mais on garde la médecine à l'acte », et la première chose que notre amie Madame de Bloch fait, c'est de dire pour les bases de réhabilité, soit là que c'est quand même des forfaits. On verra. Tout ça, ça méritera d'être discuté. Il faut pouvoir garantir l'homogénéité des APR, ça paraît totalement évident. Moi, je me réjouis qu'on sorte aussi des aspects qui sont très peu liés à l'exploitation normale de l'hôpital, du budget des moyens financiers, donc les urgences organisées ou pilotées des soins à domicile au travers d'une série d'expériences annexes. On soutiendra la réflexion là-dessus. Ça n'est vraiment pas anormal, et je crois que c'est une chose qui peut être bien ressentie par les patients, donc il n'y a pas de raison non plus de faire quelque chose contre cela.
Qui plus est, de concevoir l'urgence comme un ensemble de prise en charge qui inclut les services de garde généralistes et qui demande de contractualiser les relations entre gestionnaires ou médico-hospitaliers et les généralistes extra-hospitaliers, c'est une bonne chose. Le malade sera gagnant dans cette histoire. Son projet de fermer des lits, oui, c'est les communautés qui les ferment, hein, c'est pas l'État fédéral. Donc, ou bien alors elle va poursuivre une politique qui avait été initiée par M. Dehaene, qui consistait à appliquer la technique espagnole du garrot, hein, où à chaque année on donne un tour de vis sur le bois qui est derrière, c'est un peu plus, et finalement celui qui a une grosse gorge ou un gros organe, il survit, l'autre il meurt. C'est le garrot financier, je ne crois pas que ce soit la bonne chose à faire, donc ça il faut aussi voir. Maintenant, d'un autre côté, des gens qui sont en déficit, ou pour lesquels on n'arrive pas à apporter des moyens pour sortir de déficit, ben, ils doivent peut-être aussi faire, sans que ce soit nécessairement injurieux de parler d'une entreprise hospitalière, ils doivent aussi voir alors adapter leur portefeuille à la nature de leurs recettes. Et qu'il n'est pas nécessairement indispensable de continuer à conserver ouvert des lits vides sous prétexte qu'on veut les garder. D'autant plus que la ministre prend des engagements formels, écrits et clairs de réorienter ou de réorganiser ou de réaffecter l'emploi et pas de réduire l'emploi. Je crois qu'il faut accepter dans une gestion saine du parc hospitalier de dire on va faire moins de lits, les moyens on les mettra sur autre chose, et la gestion de portefeuille c'est aussi de réduire le périmètre d'activité quand ça va moins bien, bon, c'est le cas ici, et ça n'empêchera pas de remplir nos missions de service public. Petite mise en garde, on entend beaucoup parler de quick wins. Mon boss aux États-Unis me disait toujours my dear, there are no quick wins, there are only quick losses. Donc il faut faire très attention à ça. Mais on peut effectivement trouver de temps en temps des choses qui justifient ce qu'on fait en disant regardez comme c'est beau, on a réussi un coup. Donc voilà, prudence. Payment for quality, payment for performance. Nulle part on me dit que ça se traduit dans les améliorations de paramètres, ni de mortalité, ni de morbidité, mais tout le monde y croit. Et puis quand la mode passe, on commence à décrocher. Aux States, dans ce que je lis dans les publications de l'Advisory Board International, beaucoup de gens sont en train d'abandonner le système P4Q parce que ça ne manifeste pas de résultats, il n'y a pas des paramètres. Donc, on verra, mais on peut toujours regarder. Il y a quelques années, le professeur Hannemann avait présenté une possibilité de trouver des paramètres à un symposium au SPF Santé publique, ce qui était fort intéressant, académiquement parlant, très éveillant. Je crois aussi que dans ces systèmes qualité ou paiement liés, bundle payments, il faut laisser la possibilité de rentrer dans des approches de niche ou de différenciation hospitalière. Et pour ça, il faut laisser le gestionnaire hospitalier, avec ses médecins, définir des activités plus spécifiques, et on reviendra avec ça sur les réseaux. Le recyclage des économies, le partage des bénéfices, oui, c'est une bonne idée. Il faut responsabiliser les gens sur les pertes, mais sur les bénéfices aussi. Donc, pas de souci. L'aspect contenu du prix futur qu'on va définir, où on annonce qu'on va plus tenir compte des coûts de production que des tarifs historiques ou des tarifications historiques, c'est une bonne démarche. Je ne sais pas si on ira jusqu'au bout de ça, mais c'est sûrement intéressant. L'approche réseau, ça c'est, je crois, une partie de l'avenir pour les hôpitaux ou pour les services. Et que les institutions apprennent à travailler ensemble, à convenir d'agréments pour réserver des activités de service sur certaines implantations et passer d'autres. Ça peut réussir à condition qu'on y implique les médecins des institutions concernées, de même façon que les gestionnaires ou que les techniciens spécialisés. Parce qu'on peut très bien imaginer, prenons le cancer de l'œsophage, on va essayer comme logiquement de centraliser dans quelques institutions. Le médecin qui est responsable du malade, il a peut-être, ça l'intéresse peut-être d'aller voir ou d'aller mettre un coup de main, donc il faut qu'il soit bien reçu. On avait conçu ce système d'échange médical quand on avait à la santé publique essayé de trouver des critères pour les PET scans, en disant bon, on va les mettre dans certains endroits, il faudrait qu'il y ait des arrangements ou des accords pris entre les services de médecine nucléaire pour ouvrir des plages horaires à des nucléaristes de l'autre hôpital. Comme ça, les gens gardent leur savoir-faire, leur connaissance, restent motivés, et le malade revient dans l'hôpital qui a envoyé. Donc il y a toute une relation à monter, mais je crois que ça c'est très intéressant pour l'avenir, c'est tout à fait capital. Les liens de réseautage en transmural, de grâce, faisons attention de ne pas passer pour des impérialistes hospitaliers vis-à-vis des médecins généralistes. On ne pourra contractualiser avec ces groupes-là qui sur les baies dans les programmes de collaboration seraient un pied d'interlocuteur équivalent.
Et ça, c'est pour tout le monde, faites vraiment attention à ça. Il ne faut pas être suffisant avec ces gens-là. Ils ont aussi leur sensibilité, c'est clair. Il y avait un aspect du réseau de soins dans le document du Kelly Centrum qui m'avait profondément heurté. C'était dans la zone géographique où on accordait donc un certain quota de traitement. Si l'hôpital dépassait le quota, il n'était plus payé. Question qu'on ou un petit peu moins, un peu plus du tout. Question de réduire l'hostilité à la mesure. On disait, mais les médecins, quand ils auraient été payés, mais pas les gestionnaires. J'espère qu'on sera ensemble pour dire non à ce genre de trucs si jamais ça arrive, hein, parce que c'est le malade qui veut de la farce là-dessus. Ou bien ça dépense trop, elle se l'euthanasie, mais enfin, je ne sais pas. Personne ne souhaite ça. Le partage des machines, le partage des infrastructures, le partage des logistiques, donc tout ce qui est services de support, qu'ils soient médicaux ou non médicaux, c'est une excellente chose. Pour le réussir, il faut sortir du cadre santé publique où il a mis le financement. Il faut adapter la législation TVA, je crois que l'orateur précédent l'avait dit. Il faut aussi modifier les législations sur l'emploi, parce qu'il faut permettre la mobilité des travailleurs. Ça veut dire qu'on se promet encore quelques manifestations à Bruxelles, ils vont bloquer la circulation. Voilà. Je crois que ça n'échappe pas. Il y a donc des modifications d'un ensemble d'environnements qui régulent les relations financières et d'emploi, pas au détriment des gens, mais pour rendre les choses faisables. Sinon, on fiche tout et ça finira par faire loulou. Il ne faut pas non plus qu'on transforme le soutien aux hôpitaux en une saga qui va refléter le soutien à la chirurgie d'il y a 20 ans, pour que les institutions puissent s'en sortir. Et donc pas non plus laisser tenir debout tout ce qui devrait s'écrouler. Pour ce qui est des honoraires, parce qu'on a un mis quand même, bon, vous savez, c'est pas une nouvelle quand même que nous sommes toujours des chauds partisans d'honoraires à l'acte, pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises. Il y a du pour et du contre, même dans la littérature, donc je ne suis pas tout seul à dire que ce n'est pas la plus mauvaise des choses. Mais ça s'ajoute ou ça se complète d'une revendiquée responsabilité. Et sur les volumes consommés, et sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas avec l'honoraire. Donc ça, pour moi, c'est quand même une bonne chose. Alors qu'on le matine, qu'on mette un bout de forfait à côté, on est habitué à s'y fier avec ça. De faire des paiements uniquement forfaitaires, c'est vraiment pas une bonne chose. Et des paiements en ligne, c'est encore une moins bonne chose. D'ailleurs, à force de parler d'honoraires purs, comme je dis toujours en néerlandais, dan zijn geen meer zuivere honoraria, dat zijn uitgezuiverde honoraria. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, qu'on arrête de dire pur ou pas pur. Pour moi, l'honoraire, ça doit couvrir les frais de l'activité médicale, tous, de machines. Après ça, que dans la ligne comptable ou dans les discussions, ça se fasse avec le gestionnaire. Ça me paraît évident. Quand j'entends l'intervenant précédent qui dit que c'est une question de philosophie, que ça n'a aucune importance de définir qui est le propriétaire, mais si pour lui ça n'a pas d'importance, pour moi ça en a, donc on dit qu'on est toujours les boss et puis on pourra se partager après sans se disputer, puisqu'on peut rencontrer ce que nous demandons. Mais donc l'honoraire privé, c'est pas une bonne chose. La couverture des frais doit être entièrement par l'honoraire, que ce soit dans la polyclinique, que ce soit sur l'investissement matériel médical, il n'y a aucune raison. À l'inverse, la couverture des frais qui ne sont pas prévus implicitement dans la prestation sont du ressort de tiers payants, que ce soit le budget des moyens financiers ou le malade lui-même, ça n'est pas non plus indécent. De partir dans un raisonnement où on dit il y a un déficit hospitalier. Donc 40% des hôpitaux, dit-on maintenant, 35%, là ils sont en déficit. Eh bien, pour combler le déficit, on n'a qu'à les pomper dans les honoraires pour boucher le trou. Ça s'appelle un hold-up. Donc ça, c'est non. Par contre, on travaille ensemble, on fait un planning, même pour sortir du trou. Et on dit OK, et on apporte des moyens pour s'en sortir, ça c'est oui. Encore une fois, c'est une logique d'entreprise. Et vous nous trouverez toujours pour être des partenaires dans des entreprises hospitalières. On ne sera pas des moutons qu'on tombe tous les ans, chaque fois avec des parts d'honoraires qui se réduisent, hein, parce que ça n'est plus comme dans le temps. L'honoraire impur a aussi un avantage quand on regarde le gestionnaire, enfin l'honoraire global, c'est que ça améliore l'élasticité de l'hôpital. Je m'explique. Vous avez des contraintes, un BNF, ça ne couvre pas tous les frais, il y a tout d'un coup un coup dur, quelque chose qui ne va pas. Le jour où tous les frais sont dans un seul budget, vous le prenez plein pour un coup dur. Quand vous avez deux sources de financement, ou même trois, quand il y a un coup dur d'un côté, votre portefeuille diversifié vous permet d'avaler le coup. C'est exactement comme d'investir.
Des actions, des obligations, un peu de crédit d'épargne, et puis vous tenez un boxon avec 2 filles dans la rue, vous êtes diversifié, vous allez vous en sortir. Si vous mettez 2 dans le même truc, c'est foutu. Donc il faut vraiment bien regarder ça. J'entends dire que d'avoir des honoraires séparés des recettes hospitalières, ça crée des conflits sans fin, que c'est insupportable, etc. Moi j'ose dire que ce n'est pas des conflits majeurs, que ça crée des discussions et des zones de friction, mais que le monde avance comme ça. Parce que Bisounours, c'est pas la vie. Bisounours, c'est un feuilleton télévisé, produit par la collectivité au profit des enfants, et on croit que tout finit bien à la fin du film, et puis quand on en sort, on reste le pot de confiture, on ramasse des claques de sa mère. Donc ça, c'est la vraie vie. Et donc le conflit, c'est la vraie vie. Et la vraie vie civilisée, c'est de transformer le conflit en un progrès, et pas de faire des guerres de tranchées, de s'étriper et de mourir. Et donc les zones de conflit sont des occasions d'avancer. Je crois qu'il faut les voir comme ça. Le verre est toujours à moitié plein. Et encore une fois, en tout cas moi, le groupe médical que je représente, et c'est ma conviction profonde, c'est que médecins et gestionnaires doivent fonctionner ensemble, et pas comme des entités antagonistes, antinomiques ou autres. Mais il faut le respect de chacun. Alors, les honoraires professionnels versus honoraires de pratique, là. Ça, c'est un dé l'honoraire. C'est un concept extrêmement intéressant puisqu'on arrive à dire il y a vraiment ce que le type fait physiquement, là c'est son honoraire à lui, et tout le reste c'est une autre source. Alors que ça part dans le BMF ou pas, c'est l'idée de scinder entre une partie professionnelle et une partie fixe. Alors l'idée est belle, la réalisation ça va être extrêmement compliquée. Nous avons fait des expériences in vivo là-dessus. La loi INAMI prévoit depuis 1989, je crois plus qu'un, qu'on peut scinder l'honoraire en radiologie et en biologie clinique, en une part à l'acte, médical, médecin, une part investissement matériel et une part coopérationnel, technicien, technologue, etc. Elle n'a jamais été appliquée plus loin que ça. Il a quand même tenté de le faire sur un petit domaine, le quick win, là, un petit truc qui coûte pas trop cher, qui a un petit poste que personne ne regarde. Et donc en 1990, jusqu'à dire on va faire ce modèle, puisque je viens de faire la loi, pour la radiothérapie. Donc on a été prié, parce qu'à l'époque tout était écrit d'avance, on a été prié de tout de suite rédiger une nomenclature dans laquelle on réduisait les honoraires de radiothérapie à 40% de leur valeur de départ, et tout le montant qui restait, plouf, ça partait dans A3B3. C'était pas encore A3B3, mais investissement et BMF. Dans les 3 mois, la région flamande a dit « Moi j'ai pas un bal pour payer les investissements de votre truc là, donc les renouvellements de radiothérapie, je les fais pas. » Alors, le gestionnaire dit, on va prendre dans les honoraires. On dit, il n'y en a plus. Alors, ça n'a pas trop bougé, justement, du côté francophone, c'était pareil. On dit, oh, c'est maintenant les 2 côtés rouspètent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni le conseil technique médical d'urgence, et on a remonté les honoraires à 80% du prix de départ pour permettre de payer la partie A3B3 qui n'était pas financée par les forfaits. Vous avez dit, c'était une erreur de calcul. Aujourd'hui encore, le A3B3 couvre une partie de l'investissement et une partie des frais d'exploitation et pas tout. Donc on est dans un financement mixte qui ne dit pas son nom parce que la fiction est on a scindé. C'est pas vrai du tout. Donc, ça c'est la radiothérapie. On a essayé de faire l'exercice pour la radiologie. 3-4 ans après, ça n'est pas sorti, ça n'a pas fait des documents. Bon, on était quand même avec quelques gens de bonne volonté, Robert Van den Noer qui était là, il y en avait 1 ou 2 autres, et c'est des vieux qui ont fait ça. Et donc, on avait fait ça pour les échographies, donc on avait le prix de l'écho et puis le prix du docteur. Il n'y avait pas de personnel, c'est le médecin qui faisait l'examen, mais il y avait quand même le chauffage, le local, etc. Et puis on s'est très vite rendu compte que ça devenait difficile parce que l'écho nécessaire pour faire une échographie cardiaque avec des mesures de flux valvulaire, à l'époque c'était 3 fois le prix d'une échographie pour faire des mesures de bassin ou de gynéco. Et on a dit, tiens, ça c'est plus compliqué, il va falloir faire un forfait pour l'écho cardiaque et un forfait pour l'écho gynéco. On va jusque-là, allez encore. Et puis, dans ce forfait, où est-ce qu'on mettait le coût de maintenance, de contrat d'entretien, d'upgrading de machines pendant les 5 ans de vie? Ça, on n'avait pas résolu, on a mis ça de côté. Et puis à la fin, on s'est dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? On est dans un hôpital qui achète sur 1 an 2 scanners, 3 stations de radiologie standard et 20 échographes. Mais il est évident qu'il reçoit 3 échographes, à titre de réduction de prix ou de cadeau commercial, etc. Alors on va le faire payer aussi, enfin on était dans une impossibilité pratique de calculer le truc. Donc oui, on peut faire l'exercice, moi, pour ce qui est médico-technique, ça ne me gêne pas. Nous avons même allé un peu plus loin que ça. Nous, on pense qu'on peut trouver un budget d'investissement fonctionnement, difficile suivant les circonstances, un budget d'investissement pour l'ensemble de l'imagerie. C'est à la fois les isotopes, à la fois le PET scan, à la fois la résonance, le CT scan, tout ce qui coûte cher.
l'échographie, vous laissez de côté, c'est un stéthoscope modernisé. Et là, on peut voir une dotation d'investissement qu'on amortit sur 7 ans avec des prix d'investissement. Ça mérite d'être regardé. Ça, on peut le faire. Ça réduira le prurite de tous ceux qui sont chatouillés quand ils disent qu'il n'y a pas de forfait. Au moins, on aura peut-être quelque chose d'intéressant. Après tout, ça mérite d'être regardé avant d'être réalisé. On peut regarder ça. L'aspect des polycliniques. Alors là, c'est la pire des choses. J'ai entendu des choses horribles. Voilà-t-il pas que les polycliniques, on va dire, oh, le docteur, il n'est pas responsable de la polyclinique, c'est tous les frais gestionnaires, évidemment, on les bouffe 40% de salaire, mais après ça, il est payé uniquement pour lui tout seul. Alors, ça, bon, ok, les frais d'une polyclinique, c'est pas lourd. Donc, dans la proposition originale de Zornet Flandre et dans celle du Kennedy Centrum aussi, je crois, et on a vu le tableau, l'honoraire pur, auquel on ne toucherait jamais, on y touche déjà en disant « Ah, mais ça va quand même payer un fonds qualité, et puis ça va payer les exigences complémentaires de type qui dit « Il me faut une secrétaire de plus », ça c'est pas dans la partie polyclinique BMF, c'est pour le docteur. Et donc voilà, le pur qui est encore épuré, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'en finira pas. Donc plutôt que d'être dans cette stratégie-là, autant dire c'est tous des honoraires à charge de l'honoraire, si le médecin veut 3 secrétaires et qu'il les paye, sinon il n'en a pas, et au moins on peut faire quelque chose de correct. Maintenant, on ne peut pas autoriser non plus à faire des prix différents un secteur ambulatoire entre la polyclinique de ville et d'hôpital. Donc le KCE avait dit, c'est très simple, on fera pour la polyclinique de ville la même chose que pour l'hôpital, une allocation de pratique, et puis comment est-ce que vous voulez faire une allocation de pratique? Vous avez déjà été voir des cabinets de cardiologues ou de gastro-entérologues en ville, suivant les endroits, la personnalité du type, mais les frais sont totalement différents et les coûts aussi, donc ça me paraît tout à fait illusoire, enfin bon. Par contre, pour ce prix-là, on aura encore droit à des normes pour les consultations et des normes pour le cabinet où on met des plâtres en ville par rapport à... je trouve que là, c'est une demande pressante vis-à-vis du ministre, c'est qu'on arrête un certain nombre de normes, de cascades de normes, parce que vous ne pouvez pas créer une machine si vous n'en avez pas une autre, si vous n'avez pas un service de garde, si vous n'avez pas derrière une USI, si vous n'avez pas derrière un gestionnaire comme ci, comme ça devient infernal. Donc, qu'on arrête les normes, c'est inflatoire, ça coûte une fortune. Et être obligé d'avoir un service d'urgence pour pouvoir mettre un scalaire dans son hôpital, il faut être dingue, quoi. Bon, il faut qu'on arrête ça. Il y a beaucoup de révisions à faire qui sont marquées au coin du bon sens et pas nécessairement de la philosophie ou de la haute pensée gestionnaire. Le ranking, la révision de la nomenclature, j'ai eu l'occasion de présenter ça à Erasme vendredi matin. On fait ce boulot depuis une bonne dizaine d'années, on continuera, il n'y a rien qui est choquant à ça. Donc faire des rééquilibrages, oui. Depuis 10 ans, les honoraires des prestations dites intellectuelles ont été augmentés au-delà de l'index de plus de 50%, et les prestations techniques sont restées en dessous des index cumulés. Donc on a fait des chiffres, on les a transférés. Y compris, et préférentiellement, après avoir servi l'ambulatoire dans les années 80-90, vers des prestations d'hospitalier. Psychiatre, gériatre, pédiatre, on a quand même des montants forfaitaires d'ailleurs, qui sont des honoraires de présence. Donc vous voyez qu'on n'a pas nécessairement de prurites congénitaux ou de réactions immunitaires de rejet vis-à-vis de paiements forfaitaires, on peut aussi en inventer. Le paiement à l'acte n'est pas non plus incompatible avec l'honoraire ou le paiement d'activités multidisciplinaires. C'est quand même dans un cadre de paiement à l'acte qu'on a créé les consultations multidisciplinaires de cancérologie. De même qu'on a créé les honoraires de liaison du gériatre ou du psychiatre, ou les honoraires intake sortis en prévalidation. Donc voilà, c'est pas parce que c'est à l'acte que tout est mauvais et que quand c'est du forfait, tout est bon. Il faut trouver, je crois, la méthode qui met le plus possible à l'abri d'une tentative de surconsommation, pas de doute, mais qui permet de garder la souplesse nécessaire à rencontrer des besoins qu'on ne sait pas mesurer. Voilà. Parce qu'il faut faire très attention à ça. Non, en cascade, j'en ai déjà parlé. L'intégration du médecin dans l'hôpital. Moi, j'ai vécu le nursing intégré il y a 20 ans, 25 ans. J'aurais rappelé ça le nursing désintégré parce qu'à l'époque, j'étais trop con pour comprendre que c'était bien. Donc, je regrette beaucoup d'avoir dit ça, mais donc, la réforme était bonne. Oui, je crois qu'il faut que les médecins participent à la gestion hospitalière, dans une optique de faire réussir l'outil, pas dans une optique de se disputer pour gagner 2 € de plus ou pour arracher un non-paiement en plus. Ça, c'est complètement débile. Il faut que l'affectio societatis du médecin hospitalier, ce soit de défendre sa baraque, et donc y compris d'y contribuer par son énergie, par son boulot, par son enthousiasme, par le recrutement de malades, par sa participation au financement
Le tout, c'est que ça doit être convenu. Et qu'il ne faut plus être dans un monde où on impose des choses, mais où on les négocie, on revient à la zone de frottement. Mais ça, voilà, je crois que c'est la négociation est la meilleure des choses. Et le compromis, c'est évidemment moche si tout le monde sort frustré. C'est la meilleure des choses si tout le monde sort content de ce qui a été fait. Et surtout si c'est porteur d'avenir et qu'il est pluriannuel. Et tous ceux qui se lancent dans des fusions et des reconstructions savent très bien qu'une des conditions de réussite, c'est que les tweets marchent avec. Il suffit d'aller voir quelque part dans le sud-ouest du pays comment ça fonctionne. Donc, alors, la gouvernance, les CA, etc., oui. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait plus qu'un strapontin pour un groupe médical. Je n'ai pas de chiffres cibles, parler de minorité de blocage, tout ça, je crois que ce n'est pas le lieu ni l'endroit. Et en tout cas, une chose qu'il faut faire, et ça va être extrêmement difficile, parce que les amis sanitaires sont encore là, c'est dans l'hôpital public. Il faudra s'arranger dans les chapitres 12, je ne sais pas comment on va faire, mais pour laisser une présence médicale intéressante dans les décisions, mais ce sera à voir avec eux. Encore une fois, il ne faut pas non plus les rendre mal à l'aise dans leur mode de fonctionnement. Il faut trouver le moyen qu'on puisse incorporer des médecins dans l'administration. D'ailleurs, toute la littérature montre ça. La KUL avait sorti un papier, ou une série de papiers il y a 10 ans sur les gouvernances idéales avec les choses à faire et ce qu'on attendait d'un directeur médical, d'un CEO et d'un conseil d'administration avec les missions et les compositions, d'où ressortait clairement que c'était nécessaire. Alors vous voyez Advisory Board qui reprend les hôpitaux à succès aux États-Unis, ce sont ceux où depuis qu'il y a eu les crises successives depuis 20 ans, on a fait rentrer les médecins d'une façon ou d'une autre dans les mécanismes décisionnels. Après ça, qu'il ne soit pas le président, on s'en fout, quoi. C'est juste pouvoir contribuer à la bonne réussite de l'entreprise. Mais donc, pour aborder la conclusion, je crois qu'il faut aussi considérer l'hôpital, qui est, à n'en pas douter, un endroit de haute technologie, où demain il y aura plus de core functions et moins de lits. Et il y aura certainement un ancrage périphérique dans les réseaux ambulatoires et avec d'autres institutions. Il faut d'autant plus considérer l'hôpital comme une entreprise. Oui, à volonté sociale, je ne parle pas de changer le statut de SBL, ça me convient très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais qui a une certaine capacité d'entreprendre, de décider de l'affectation de son budget. Donc de ne pas se le faire imposer par d'autres. Et avec ce qu'il a, et avec les gens qui travaillent chez lui, il peut mettre des accents et choisir de faire des choses et pas d'autres. Et la logique des réseaux est pour aider à ce genre de concept. Mais il faut recréer la liberté d'entreprendre chez le gestionnaire. Le gestionnaire qui attend qu'on lui donne son budget annuel et puis qui ronronne dans son coin, ça paraît quand mal finir, quoi, ça c'est clair. La question des financements des infrastructures se pose aussi lourdement. Tout le monde connaît le problème des régions, tout le monde connaît l'état des lieux des discussions de financement alternatif possibles, partenariat public-privé, émission d'obligations, enfin, tous ces trucs-là, ça a été réfléchi, toutes ces formes alternatives sont très chères. Il faut peut-être regarder les nécessités de financement différentes entre les lits et les choses très chères, quartier opératoire et autres stérilisations, et de considérer que pour des financements de parties hôtelières ou de séjour, pour ce qui est de l'infrastructure, on peut peut-être trouver des partenaires privés qui jouent là-dessus, je ne sais rien. On pourrait peut-être aussi voir si on ne peut pas solliciter les gens qui travaillent dans la maison pour qu'ils y investissent. Ce n'est pas tout à fait impossible à imaginer. Ça se fait dans certains endroits. Quitte à ce que soit pour passer un mauvais moment, soit de façon pérenne. Après tout, ça fait survivre l'outil de travail. Hein. C'est aussi le leur. Si l'hôpital fait, bon, tous les gens sont par terre, les médecins n'ont plus de boulot non plus. Donc il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Il y a intérêt à travailler ensemble et en commun. La simplification administrative, bien entendu. Donc de tout cela, vous voyez que ce n'est pas extrêmement polémique. Si vous attendiez que je sois méchant, je ne l'ai sûrement pas été. Je crois qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Comme vous autres d'ailleurs, il faut en profiter. Il faut essayer de faire des choses et en profiter pour pérenniser l'institution de soins dont on a besoin, pas pour défendre à tout prix le dernier carré des survivants de système. Il faut vraiment faire tourner une entreprise hospitalière dans le bon sens. Ceci offre la possibilité de changer un certain nombre de mécanismes et de rapports ou de relations entre gestionnaires et médecins. Je crois qu'il faut saisir l'occasion. J'ai entendu les universitaires tout à l'heure présenter leur point de vue et je trouve que dans tout ce qu'ils ont dit, il y a en tout cas pour moi beaucoup de points de convergence par rapport à ce qu'on voit. Beaucoup plus que d'autres. Merci.